Le football va vite, très vite. Il est en flux constant. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de parler de Paulo Fonseca. J'ai hésité à faire une vidéo dessus, ça m'a un peu trop déprimé. Et on n'est pas en train de faire non plus notre récap Champions. Je devais le faire, à la fin je me suis dit, la preview qui arrive dans quelques jours des matchs retour, bon, ça aurait peut-être fait un petit peu doublon, un peu redite. On va beaucoup se pencher sur ces matchs allés pour parler, pour faire les pronos qui se qualifient pour les quarts de finale. Donc ça arrive dans quelques jours, ça fera office de récap aussi. Par contre, quelque chose que j'avais envie de vous faire depuis très très longtemps, c'est cette petite vidéo du week-end. En gros, le football change vite, ouais. Et régulièrement, perso, au-delà des matchs, au-delà des vidéos qu'on fait sur tout un tas de sujets, j'essaie de consacrer, on va dire, quelques heures par semaine quand j'ai un petit peu de temps, etc. sur de la... c'est pas de la recherche et développement, je sais pas si on peut appeler ça de la veille, mais juste essayer de lire le plus d'articles spécialisés, un petit peu de partout, j'ai pas mal de ressources qui sont bonnes. Regardez des vidéos aussi, vous savez que Coach's Voice, c'est un peu ma chaîne de référence. De la bouche des coachs, on apprend tellement de choses. Aussi, des petits day in the life parfois. Sky Sports en a fait un sur Thomas Frank l'autre jour. On voit son tableau tactique que je trouve très stylé. Avec moins des magnets larges, plus des petits pins comme ça. À un moment, il s'est énervé là, je crois. Il dit qu'il perd jamais un match sur le tableau noir, mais là, peut-être qu'il a eu un petit coup de chaud. Je regarde les conférences de presse aussi, je trouve ça très intéressant. Souvent, on a un petit peu de matière. De la bouche des coachs, généralement, c'est là qu'on apprend le plus sur la matière foot. Et voilà, ces petits articles, ces petites choses ici, à gauche, à droite. Bon, je dirais déjà, c'est kiffant, c'est pas mal. Mais c'est une manière pour moi de rester connecté aux évolutions du foot en dehors des vidéos très concrètes, très précises. Ouais, qu'est-ce qui est en train un petit peu de se passer sur la planète, si ça peut me rendre légèrement un petit peu, j'espère, meilleur analyste et vous permettre de faire sur le long terme de meilleures vidéos. C'est un truc que j'aime bien faire, voilà, un petit peu en trame de fond. Et aujourd'hui, vous savez que j'en ai fait une vidéo à l'époque du Covid, ça remonte. C'est toujours mon gros carnet où j'essaie de noter le maximum de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 choses que j'ai apprises récemment, qui sont un petit peu pour moi des « Ah, ça, je ne savais pas il y a quelques temps, et maintenant, je l'ai intégré un peu à ma vision des matchs, du foot, du jeu, etc. » Et voilà, petite vidéo tranquille, cool du week-end. Disons que sur cette période-là où si on regarde un peu trop l'actu, on peut un peu déprimer, ça me fait plaisir de recentrer un petit peu une discussion autour vraiment du jeu et de ce magnifique sport. Voilà, sans prétention, vraiment à la chill, à la cool. C'est parti. Et la première chose, ok, alors ça, le 3-2-5, ouais. On en parle depuis un moment, mais les forces cachées du 3-2-5, ou en tout cas une partie de ce système que je sais pas si j'ignorais, mais en tout cas, j'avais pas réfléchi à ça de cette manière. Bien sûr, le 3-2-5, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, bon, ça fait partie peut-être du bingo wheel où on parle constamment du 3-2-5, le 3-2-5, le 3-2-5 avec ballon, une première ligne de 3, une deuxième de 2, la plateforme de construction au milieu, et après les 5 couloirs de jeu guardioliens. Bien sûr, on voit beaucoup ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique contre Liverpool cette semaine, contre le LOSC avant, Arsenal aussi avec tout un tas de variations. Il y a des variations, là il y a Saliba, Gabriel, mais il y a Martin Odegaard qui décroche au niveau des deux centraux, Partey Calafiori ici, regardez où est Timber, incroyable, Declan Rice en tant que neuf entre guillemets, c'est un système, disons, un système avec ballon, sur la phase de construction comme ça, qui est très très fluide, et bien sûr, qui est rentré un petit peu dans le mainstream, en tout cas je pense le moment où perso j'ai découvert, c'était avec le City de Guardiola en 2022-2023, le fameux système avec John Stones qui passe du côté droit à l'axe aux côtés de Rodri pour former ce double pivot. C'est là qu'il avait particulièrement brillé en Champions. Et c'est généralement un système qu'on appelle 3-2-5, mais aussi 3 box 3, 3 box 3, 3 boîtes 3 entre guillemets, parce que ces deux milieux plus les deux avancées, les deux interlignes, les deux demi-espaces des 5 couloirs, et ben, ils forment aussi une boîte à l'intérieur, un carré, donc 3, carré 3, 3, 2, 5. Ok, tout ça, on connaît assez bien. Et je vais dire, les avantages pour moi, ils ont toujours été clairs sur les 5 couloirs de jeu, sur les offensifs. Ça te permet d'avoir pas mal de répartition sur la largeur, d'être un petit peu dangereux sur toute cette largeur, bien exploiter les demi-espaces. Ça a toujours été aussi le fait d'avoir 3 centraux, 3 joueurs sur la première ligne pour régulièrement avoir une supériorité numérique à la relance face à un 4-4-2 par exemple, qui est le système sans ballon le plus classique. Et bah, tu seras toujours
à 1 de plus, donc pas mal pour créer le premier décalage. Et après, cette plateforme de construction au milieu, le duo au milieu, on a beaucoup connu le football des années 2010 avec un 6, une pointe basse, le Busquets rôle classique, mais les deux, ça peut faire des choses pas mal, et même quand l'équipe commence à s'installer dans la moitié de terrain adverse, on se souvient en tout cas en 2023, Rodri Stones, c'était assez fort, créait beaucoup d'espace, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose que j'avais bien en tête, mais disons que je voyais beaucoup ce système ou cette organisation au prisme avec ballon. Mais récemment, disons que j'étais un petit peu plus sensibilisé aux forces du 3-2-5 sans ballon, notamment grâce à cette vidéo de Coach's Voice où Enzo Maresca en parle très bien. If you are in the way we try to play, that it's 3 and 2, and then we have 2 wingers, 2 attacking midfielder and number 9. So as voilà, donc le 3-2-5, ok, il explique ça. Et en gros, ce qui m'intéressait, c'est que avec ce système, ici, 3, 2, 5, il y a un avantage à la perte de balle aussi. C'est pas que le fait d'avoir les 5 couloirs ici qui sont exploités avec ballon, des joueurs demi-espace, etc. Mais quand il y a une perte de balle haute, autour de la surface adverse par exemple, tu as déjà 5 offensifs qui sont prêts à faire un gros travail de contre-pression. On le voit dans l'équipe Luis Enrique, combien de ballons récupérés, certes contre-pression par un João Neves par exemple qui est plus haut, Vitinha et tout, mais même les offensifs sont très proches, il y a une bonne couverture, une bonne densité grâce au fait d'avoir 5 joueurs avancés. Donc déjà ça, c'est sur la transition défensive pour faire de la contre-pression, c'est utile. Et ensuite, ça j'avais un petit peu en tête quand même, mais c'est même si la contre-pression échoue, où là Maresca est très très éloquent. Il parle de, regardez à quoi ça ressemble les différents systèmes classiques avec ballon, à quoi est-ce que ressemble une transition défensive, combien de joueurs défendent véritablement dans chaque système. Ça c'est sur un système 4-2-3-1 par exemple. Il y a 4 joueurs véritablement qui sont en capacité de défendre en transition défensive. Les latéraux sont assez hauts. Les 3 offensifs qui soutiennent le 9 sont assez hauts. En gros, il y a la paire de 2 et il y a les 2 défenseurs centraux. Il dit c'est encore pire sur un système en 4-3-3 par exemple. Ça, c'est typiquement un système 4-3-3 avec une pointe basse. Là, le back 4 ici, je vais vous faire la ligne. Hop, 4, 3, 3. Il dit c'est encore pire parce qu'en vrai, les 2-8 sont assez hauts, les ailiers aussi, les latéraux aussi. En vrai, il n'y a que 3 joueurs qui défendent. You defend the transition with 3 players. Et il dit du coup, l'avantage structurel du 3-2-5, c'est que tu défends la transition défensive à la perte, avec de la contre-pression, les 5 de devant qui sont ici. Mais si jamais cette contre-pression échoue, tu as 5 gars qui sont derrière, les 3 centraux plus les 2 du double pivot. So we defend the transition with 5 players. So ça m'a pas mal marqué. Ça m'a pas mal marqué parce que je sais que dans ce truc du 3-2-5, il y a toute une mouvance de c'est un peu un 5 plus 5. Et là, je trouve que ça n'avait jamais été mis en lumière de manière aussi claire que là par Maresca dans cette vidéo. C'est un vrai 5 plus 5. T'as à la fois beaucoup de qualité avec ballon, mais à la perte aussi. Il y a une bonne... t'as un gros volume de joueurs, il n'y a aucune force perdue, aucun joueur perdu, je dirais, sur ces 2 phases. Donc, ça, c'est une force cachée du 3-2-5, en tout cas cachée pour moi, que je n'avais pas trop en tête. Et enfin, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que souvent, dans ce système, on a 4 défenseurs centraux. Par exemple, City, Arsenal, les 2 qui sont très 3-2-5, récemment, là, c'était en avril 2024, saison dernière, Gvardiol, Ake, Ruben Dias, Akanji, et de l'autre côté, Ben White, Saliba, Gabriel, Kivior. 4 défenseurs centraux, il y en a 3 qui vont rester avec ballon pour faire la première ligne de 3, et ensuite un qui va monter aux côtés de Jorginho, par exemple, si c'est White ou Kivior, aux côtés de Rodri, Gvardiol par exemple, Akanji, et avec City à l'époque en Champions League 2022-2023, Stones qui montait aux côtés de Rodri, et grosso modo la composition initiale c'était ça, Ake, Ruben Dias, Akanji, Gundo, Rodri, mais Gundo était demi-espace avec De Bruyne. On avait Stones qui montait à l'intérieur comme ça, mais du coup
sur ta composition d'effectifs, dans le 11, il y a 4 défenseurs centraux. Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake. Et le fait d'avoir 4 défenseurs centraux, bon, déjà pas mal pour défendre, peut-être plus que des latéraux, plus de science défensive dans l'effectif, mais aussi, et ça c'est un truc que Thomas Frank dans sa vidéo justement Day in the Life, et j'avais pas réfléchi, il en parle, il dit que c'est important, hyper important et très utile sur coup de pied arrêté, d'avoir 4 défenseurs centraux. Every year, every country adapted different styles. So Parle de Guardiola. Là. he's the one who actually started to play with 4 centre backs in the back four. Yeah. That's adaptable to have more physicality, better on transitions, better set pieces. That's Ouais, donc better set pieces, plus fort sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai que par exemple, son Brentford, alors pour le coup, Lewis Potter a fait 1m70, mais Christopher Ayer, il fait 1m98, défenseur central clair, qui joue en tant que défenseur droit. Et ça permet d'avoir plus de taille, notamment sur les coups de pied arrêtés. Ça, c'est un truc supplémentaire. En plus, quand on voit l'importance des coups de pied arrêtés de plus en plus dans le foot moderne, avec ces coups de pied arrêtés tirés dans les 6 mètres, les corners dans les 6 mètres, avec des tours de contrôle qui prennent le dessus, le jeu aérien super important. Ouais, je pense j'ai plus été sensibilisé aux avantages de ce système grâce à cette vidéo de Maresca, grâce à ce que Thomas Frank dit, grâce à des petits trucs que j'ai pu lire à gauche, à droite, l'importance des défenseurs centraux sur cette ligne de 4. Et donc ce 3-2-5 que je voyais très avec ballon, les couloirs de jeu guardiolien, la plateforme de construction, etc. Bon, en fait, beaucoup avec sans ballon, à la perte de balle. For instance, it's more or less the same Et concept avec ballon as sur you quelque can chose see d'autre, now in the middle. c'est la supériorité numérique au milieu de terrain. Ça, c'est un truc aussi que j'avais un petit peu moins. Je pensais 3-2, ok. Mais ce 2, qui est souvent, comme on a dit, un 4 avec la boîte, là, ici, permet régulièrement d'avoir une supériorité numérique et trouver des petits décalages. Middle, we have 4 against 2. So they have the 2 the midfielder and we have 4 players. It's 4 against 2. Both. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça pas mal. Approfondir un des concepts clés du foot moderne, ce système 3-2-5. J'ai appris 2-3 trucs. D'ailleurs, en vrai, je ferai un petit aparté sur les systèmes en général, parce que quand on commence à réfléchir sur cette ligne de pensée-là et qu'on se met sur la longueur d'onde des coachs, comme Maresca, comme Franck et tout, on comprend très vite que les discussions sur les systèmes tactiques, en général, ces discussions, elles sont pas d'une très bonne qualité. Quand en début de match, un commentateur dit « Ah, ça se voit qu'ils sont en 4-4-2 », ouais, mais déjà, juste ça, il manque, tu sens qu'il manque quelque chose, c'est 4-4-2, ouais, mais comment? Avec ballon? Sans ballon? Une bonne équipe, au sein d'un même match, elle va avoir genre 3, 4, 5 systèmes différents. L'extrême majorité des équipes a au moins 2 systèmes différents avec et sans ballon. Donc je comprends pas trop et il n'y a plus trop de sens dans le fait de dire cette équipe joue dans ce système-là. Et même, je sais pas, Terzic en parle dans une de ses vidéos aussi. Il parle de système sans ballon qui change en fonction de la phase. Ça va pas être pareil sur la pression, ça va pas être pareil si ça recule en bloc médian. Regardez ce qu'il dit là. We always change our formation on high pressing, on goal kicks. So we always like to be +1 at the back. So we have 2 center backs. Voilà, donc sur un 6 mètres adverse par exemple, c'est même au sein de l'approche sans ballon, c'est un système différent qui est mis en place. Donc ouais, juste à partir de ce moment-là, je sais pas, quand tu vois le City de l'époque et tu dis ouais, City de l'époque, c'était du 4-2-3-1 sur le papier. Quand il y avait la composition d'effectifs de l'UEFA, début de match, 4-2-3-1, et ouais, 2 ailiers, entre guillemets, genre 2 milieux centraux, un milieu offensif, un 9, 4-2-3-1. Bon, après, tu vois qu'en match, c'est 3-2-5 avec ballon, ça c'est assez clair. Et sans ballon, qu'est-ce que c'est? En bloc médian comme ça va plutôt être du 4-4-2. Mais si jamais il y a de la pression à aller chercher, quand l'Inter recule par exemple en finale de Champions ou sur les 6 mètres, en vrai c'était beaucoup plus de l'individuel, quasiment du man-to-man, même si on va revenir sur ce concept. Ouais, je pense qu'aujourd'hui le mainstream français est de plus en plus sensibilisé à ça, notamment parce que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, on s'est vite rendu compte que, genre typiquement là c'est marrant, pendant le match contre Lille, le système est affiché, 4-3-3,
pendant qu'on a une organisation qui est totalement différente du 4-3-3 en plein milieu du match. Mais maintenant, je pense plus grand monde est en train de dire ouais, le PSG, c'est du 4-3-3. Quand on va réfléchir au mercato, il faut qu'on réfléchisse 4-3-3, etc. Bon, en vrai, les systèmes avec et sans ballon sont différents. Même au sein de ces phases, les systèmes peuvent changer. Tout ça pour dire, ce qu'on voit là sur la compo, on sait maintenant que c'est plus trop pertinent. Et les systèmes en général, c'est système avec des guillemets. C'est plus le concept phare pour éclairer l'organisation d'une équipe. Ça, c'était un petit aparté, très long, mais oui. La deuxième chose, donc après les forces cachées du 3-2-5, un deuxième truc qui m'a bien parlé, la relance toujours avantagée. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? On sait depuis un moment qu'un gardien moderne a un bon jeu au pied, même des gardiens, oui, comme là, qu'on considère comme inférieurs à la moyenne dans ce domaine, genre Didio, il réussit régulièrement des passes qu'un gardien des années 2000 tentait même pas. Le niveau jeu au pied des gardiens a tellement évolué. Mais quelque chose que j'ai intégré un petit peu plus récemment, c'est comme il y a de plus en plus d'équipes qui pressent en individuel, qui engagent tous leurs joueurs sur la moitié de terrain adverse comme ça, et bah, il reste un homme libre, c'est le gardien. Parce qu'en vrai, aucune équipe presse vraiment en full individuel. Et Guardiola en a parlé dans un clip que j'ai pas réussi à vous retrouver, je sais plus où il le dit, mais il dit le man-to-man, le vrai man-to-man, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas encore arrivé là. Peut-être que ça arrivera un jour, mais il y a encore des choses qu'on n'a pas vues dans notre foot total. C'est le gardien adverse qui presse. Ça, j'ai jamais vu. Si un jour, je vois ça, avec un gardien qui est en train d'harceler le 9, là c'est vraiment du man-to-man. Mais en attendant, non, c'est pas de la full individuelle. En vrai, la relance a toujours un petit avantage structurel parce qu'elle est toujours en 11 contre 10. Alors, parfois, oui, le 9 va aller presser le gardien, même s'il réussit une bonne course bien anglais, il peut presser le gardien en verrouillant cette ligne de passe et du coup c'est compliqué. Mais de fait, il y a toujours un avantage structurel, il y a toujours une supériorité numérique à la relance. Et alors, la question du coup c'est comment l'exploiter. Et ça, on voit beaucoup de séquences maintenant, je trouve, avec des gardiens qui attendent en gros qu'un joueur adverse s'engage pour ensuite ouvrir une ligne de passe, ensuite créer un décalage. C'est un petit peu un principe cruyffien de ne pas faire de passe avant d'avoir fixé, pas faire de passe qui n'élimine pas. On voit les gardiens comme ça qui peuvent attendre, qui peuvent monter avec beaucoup de patience, parfois sur 15-20 secondes, ça devient presque ridicule. Ou alors qui attendent avant de ramasser le ballon pour ensuite tout de suite envoyer une petite relance à la main au sol qui brise une première ligne, qui élimine un premier joueur de la pression adverse. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et aussi quelque chose que j'ai vu récemment, pareil dans Coach's Voice, c'est Scott Lindsay qui en parlait. C'était le coach à l'époque de Crawley Town, qui était en League 2, 4ème division, et qui jouait le play-off d'accession à la League 1. Et ils ont battu MK Dons, ils les ont éclatés 8-1. Il racontait ce match, et il parlait du 2 contre 1 qu'il cherchait systématiquement à créer avec son gardien et son défenseur central. Regardez. And then Dion would split with Corey, creating a 2v1 in that situation. Max Dean... En le positionnant sur la même ligne que le défenseur, supériorité numérique créée à la relance. Et alors derrière, beaucoup de possibilités, par exemple du jeu en troisième homme. We'd play to the pivot. Dion would be in a position where we could receive in space, and then Dion would bring the ball. Des choses comme ça. En vrai, des moments assez dangereux aussi. Juste même sur le tableau noir comme ça, il y a quelques passes qui m'ont mis mal à l'aise, genre celle-là. Make sure that Jay Williams come down the line a little bit. We'd play into Will to get Jay on the ball. Again, we'd get through the press. Ok. Celle-là, sinon. So we looked at patterns where we dropped in, we played to Dion to celle-là, elle me fait un peu flipper là. Weren't on. Et derrière, waouh. Ton gardien, il est là. Le gardien, il est là. Et d'ailleurs, en match, je suis allé regarder ce résumé là, MK Dons, Crawley Town. Ça, vous voyez, le 2 contre 1 qui est créé. Il y a des moments quand tu as un gardien de League 2,
ça peut devenir... ça peut faire un peu flipper. Donc ouais, je suis d'accord aussi parfois avec certains dinosaures entre guillemets du foot que parfois la relance, ça a été peut-être poussé un petit peu trop loin. Parfois un bon vieux dégagement, peut-être. Mais je comprends aussi la tentation d'être dans une relance, disons, au sol, construite, parce que tu as toujours cet avantage structurel. Tu as toujours cet avantage structurel de 11 contre 10. Et ouais, ça c'est juste quelque chose... que j'ai réalisé, je pense, récemment, avec ce qu'a dit Pep, sur le fait que le vrai man-to-man n'existe pas, avec cette nouvelle manière de penser le rôle du gardien. Et soit dit en passant, ça montre aussi, je trouve, la difficulté quand tu as un joueur exclu, quand tu es en infériorité numérique, quand tu es 10 contre 11, parce que là, à la relance, tu deviens vraiment 10 contre 10. Là, pour le coup, imaginons, je sais pas, ton 9 se fait exclure, hop, t'as plus de décalage à la relance. Et c'est en partie ce qui explique que tu peux vite tomber à genre 25% de possession dès que tu perds un gars et que le rapport de force change totalement. Dans un foot qui est tellement obnubilé par la construction basse, la relance, la pression, ça devient très très difficile. Et là, ça aussi, je le réalise, d'être en infériorité numérique. Ok. La richesse des détails. Deux choses en particulier. C'est assez simple, mais en regardant ces vidéos, des coachs professionnels d'élite qui parlent de leurs équipes et tout, souvent ils ont des tout petites choses. Et par exemple, Terzic, quand il parle du V à la relance. And we are not on the same line with our back three. We always have like a V, we call it a V, so that we always have a different angle if we pass it backwards, that we don't have to pass square passes, that we always pass the ball diagonal if we play it backwards. Then... Ça, c'est vraiment du Cruyff dans le texte. Jamais de passe plate. Cruyff dit la passe la plus dangereuse, c'est la passe plate, comme Terzic dit la square pass, parce qu'elle peut facilement être interceptée. Quand elle est interceptée, surtout, tes deux joueurs sont éliminés, tes deux joueurs sont sortis de l'action. Alors qu'une passe oblique, déjà, elle est plus tranchante, elle est plus dangereuse. Mais même si elle est coupée, il reste le joueur qui a fait la passe, qui reste devant ou derrière le ballon et qui peut jouer à un contre un défensif avec le mec qui vient d'intercepter. Donc en tout ça pour dire, former un V à la relance. Parfois, on a vu des 3-2-5 qui sont très très plats. C'est vrai qu'un peu plus smart d'avoir un joueur un petit peu plus bas sur cette première ligne de 3, si jamais il y a un peu de pression en face. Et ça a renforcé dans mon esprit, c'est un truc tout bête, mais ça a renforcé dans mon esprit le fait que ces détails comptent beaucoup. L'autre jour, j'ai vu aussi une analyse du coach de Notts County qui faisait un petit truc d'analyse vidéo, c'était aussi sur la chaîne Coach's Voice, un petit module d'analyse vidéo, et il parle par exemple de l'orientation du corps d'un de ses défenseurs centraux. Écoutez. Yeah, his body shape is just to go, look, Just needs the he needs to turn, open up, play there, come out. But then we just do that. Il est deg parce que juste l'orientation du corps de son central fait que ils réussissent pas à aller trouver l'autre côté, le côté faible et sortir tranquillement. C'est un joueur d'une division inférieure, il voit pas et il n'a pas l'orientation de corps qu'il faut. Du coup, long dégagement. Et finalement, au lieu de jouer une relance courte à bien calculer, tu jettes un peu le dé de la relance longue. Et voilà, juste des petits détails comme ça. Tout ça part d'une orientation du corps. Comme pour Edin Terzic, minimiser le danger, ça peut partir de juste sur ta relance à 3, un gars qui est genre 2 mètres plus bas que les autres centraux à ses côtés. De très très légers détails, mais je trouve qu'ils sont une vraie clé d'entrée de la richesse de ce jeu, de ce sport. Et sous les premières couches qui sont très visibles, en fait, ça grouille de petits détails comme ça que les équipes d'élite et les joueurs d'élite maîtrisent absolument. Mais ouais, c'est beau, c'est intéressant et ça te fait te demander quels sont tous ces autres détails qui existent. J'ai envie de les chercher et j'ai envie de vous les partager au fur et à mesure qu'on les trouve. Quatrième chose que j'ai appris récemment, le double renversement. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois, encore une fois, via Edin Terzic, masterclass absolue, sa double vidéo d'analyse contre le Paris Saint-Germain, Champions League demi-finale de l'année dernière. Et il avait un concept qu'il appelle les double switches, les doubles renversements. Écoutez. We call it double switches. So we switch sides twice and we do it in a different way. Again, we're going to start with our goalie. So that means we're going to start with a pass, for example, to our left center back, Schlotterbeck, and he's going to pass it with 2 touches to our left back. He's going to open again, he's going to pass it back to our center back,
going to pass it with 2 touches, we're going to pass it with 2 touches. Donc là, on est vraiment sur... C'est pas un des chapitres, c'est pas un des livres, c'est une des écoles de pensée, c'est une des universités du foot, l'utilisation de la largeur. C'est un directeur de cette université, clairement, on sait qui c'est. Il est du côté de l'Inter. Mais comment est-ce qu'on crée des espaces sur le terrain, ce qui est toute la question du football avec ballon, en utilisant la largeur. Et Terzic parle de double renversement de jeu. Ce qu'il veut faire, c'est renverser une fois, puis ensuite re-renverser. En ayant renversé une première fois, tu as réussi à attirer l'équipe adverse vers ce côté-là. Et ce premier renversement-là, il est fait avec un petit peu de lenteur. Il dit en 2 touches, par exemple. Contrôle, passe, contrôle, passe, contrôle, passe, d'un latéral à l'autre. Mais le deuxième renversement, beaucoup plus rapide. Soit parce que c'est du jeu en 1 touche, soit parce qu'un joueur est sauté, comme ça. Hop, hop, direct. Il appelle ça skip pass. Et en gros, en ayant manipulé le bloc adverse, en l'ayant conduit à se déporter vers un côté, tu crées un côté fort et du coup, tu crées un côté faible que tu peux aller chercher ensuite. So the opposition, they need to move over and shuffle. And now, this is what we call the double switch. Once we switch sides from fullback to fullback, Le double from switch. center back to center back, from fullback to fullback with 2 touches. Now we use it. So either we use fewer touches or we skip now players so that we don't pass it now from here to him. Now we pass it from here to him. So Et il appelle ça la skip pass. La passe qui saute un joueur dans la relance, juste pour aller plus vite, juste pour... Et c'est là qu'on voit la largeur, ouvrir des espaces. C'est une question d'occupation positionnelle. Bon, c'est l'utilisation de la largeur, quelque chose qu'on connaît depuis, je dirais, peut-être longtemps pour certains. Moi, je dirais un peu le Barça de Guardiola, avec ses joueurs longs de ligne. Bien sûr, on se souvient Thierry Henry. Thierry Henry la crée sous les crampons, parfois littéralement, écarter le terrain au maximum pour créer de l'espace à l'intérieur. Mais voilà, ça peut être aussi par cette utilisation positionnelle, ça peut être par le fait de changer, varier un peu le tempo. Tempo lent pour aller vers un côté, et après tempo rapide pour aller vers l'autre. Et ouais, ce principe que Terzic a bien expliqué, les double switches, basculer puis rebasculer, on renverse puis on re-renverse, c'est intéressant. Cette skip pass, je trouve cette passe sautée intéressant. Et ça fait aussi que les presseurs doivent changer de direction et doivent sprinter à un moment. Et il dit face à certains, ça peut être une arme utile. we skip now our center back. Now, once they come over and once we created a weak side of the opposition, now we need to accelerate the game. And that means we need to skip players. And to make them tired, we played from this position to this position. Now they have to sprint. And once they have to sprint, they're Maintenant, going ils to be doivent late. sprinter. And now we need, again, the options on both sides. And now they're going to come over, but now they're going to be late for the first time to put us under pressure. And knowing about the qualities of Kylian Mbappé, but also knowing that he don't like to chase both center backs all the time, we try to use this to play from the left full. Quand tu as des offensifs derrière qui n'aiment pas trop presser, varier le tempo comme ça, aller d'une largeur à l'autre, pas mal pour battre cette première ligne assez facilement et faire progresser ensuite tout ton bloc. Un truc donc sur lequel Terzic insiste. Et ouais, je dirais que c'était la 4e chose qui m'a bien plu. Bien sûr, Henry. You have to stay in your position, trust your teammates, in your position, trust your teammates. Il parlait du Barça de Guardiola à l'époque, donc il y avait ce truc positionnel, mais il y a aussi la variation de tempo. Et ça, je trouve, Terzic en a bien parlé. Enfin, 5e truc, les diagonales douteuses. Alors ça, c'est un article de The Athletic que j'avais lu saison dernière, où Declan Rice a fait vraiment... c'était super article, avec Stuart James. Il s'était assis genre 1 heure, et le journaliste avait sorti beaucoup d'exemples du jeu de Rice, des clips, de l'analyse statistique. Et Rice s'était posé pendant 1 heure, lui avait expliqué comment il joue, comment joue l'arsenal d'Arteta. Et il expliquait notamment qu'Arteta n'était pas un fan des diagos comme ça, les diagonales, le jeu oblique sur du jeu positionnel. Installé dans la moitié de terrain adverse, à part s'il y a vraiment un avantage à aller chercher, les renversements de jeu comme ça, pas très fan. Et apparemment en 2014, le créateur de la solution StatZone d'Opta, Colm McCullan, avait fait une conférence
qu'il avait intitulé « Arrêtons d'applaudir les passes diagonales ». Très... Ok, on est vraiment là dans le geek du foot. Mais en gros, l'idée c'est que c'est des passes qui, en vrai, s'il n'y a pas d'espace à aller chercher, ralentissent un petit peu le tempo, permettent au bloc adverse de pivoter sans trop de problèmes. Et c'est des passes qui n'ont pas forcément... Il n'y a pas eu de fixation avant cette passe. Donc elles sont jolies, elles sont esthétiques, mais elles sont peut-être plus appropriées à des équipes de transition. Et ça, c'était les stats de Declan Rice avec West Ham. On voit qu'il tentait beaucoup plus de passes, 2022-2023 notamment. Et on arrive à 2023-2024 à Arsenal, beaucoup moins. Il dit que finalement, avec des joueurs qui cherchent le dos, la profondeur, Bowen par exemple, il en parle, ça pouvait être très utile. Mais là, c'est moins quelque chose qu'Arteta apprécie et il en tentait beaucoup moins. Donc finalement, ces longues passes, ces belles passes de renversement, bien claquées, effet rétro, très esthétique, peut-être que c'est plus une arme de contre-attaque et de transition que de véritable jeu positionnel. Et ça, c'était aussi quelque chose que j'ai appris récemment, ou en tout cas que j'essaye d'intégrer un petit peu à mon logiciel, peut-être moins valoriser ces passes renversement de jeu, même si elles sont très belles, se concentrer sur quel espace est-ce qu'elles ouvrent vraiment, et est-ce que c'est adapté au tempo de l'action. Voilà, le football est constamment en état de flux. Il y a 1000 autres choses que j'ai dans ce carnet que je vais vous partager, et surtout 1000 autres choses que moi je vais apprendre, que je ne sais pas encore. Ça, c'est le kiff. Et plus que de la tactique, il y a aussi d'autres choses, je sais pas, médecine du sport, mais même comment un club fonctionne, le day-to-day. J'aime beaucoup pour ça. Les day in the life, comme celui de Thomas Frank, que je vous conseille vraiment. Ça, c'était un régal. L'organisation d'un staff, par exemple, les réunions avec le staff, quand ils font les débriefs d'analyse de match, etc. Vraiment à quoi tout ça fonctionne. Enfin, je sais pas, c'est un kiff. Et le jeu, c'est quand même le pilier que j'essaie de renforcer le plus de tous, parce que je dirais que c'est de là que tout part. Même si demain on fait des vidéos, analyse, genre mercato idéal, etc. Ouais, ça aide d'avoir un œil sur les petites pépites, un peu de scouting, machin. Mais si on est bancal sur comment cette équipe joue, bah ça va être dur de cibler des très bons profils. Et ça va être dur, je trouve, de dire des choses pertinentes, parce qu'on sera en train de s'éloigner du terrain. Et à la fin, tout le reste est au service du terrain et de ce qui se passe sur le terrain. Donc autant y aller directement, autant être direct sur ce qui se passe sur le terrain, et tout le reste, ça permet aussi de, je trouve, revaloriser ou nuancer l'importance de certaines choses. Parfois il y a des trucs, on dirait c'est des très gros sujets qui sortent dans la presse et tout, méga important. Bon, en vrai, peut-être moins que ça. Et voilà, mais tous les angles sont intéressants, j'ai envie de continuer de me renforcer sur absolument tout. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu. J'ai titré cette vidéo « Le foot change vite ». La réalité, c'est surtout qu'il change tout le temps. Et j'espère être avec vous pour en parler longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous passerez un très bon week-end. Merci d'avoir été là pour ce vendredi après-midi un peu chill, un peu tranquille. Et je vous dis à très vite. On se retrouve bientôt les potes. Prenez soin de vous. Bisous.